Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, la fête planétaire du football est-elle en passe de se transformer en Coupe du Monde des faits divers et des polémiques? La température de l'ambiance grimpe à peine dans le thermomètre. Les autorités américaines s'illustrent plus par des exclusions d'arbitres et équipes sur leur territoire. Comment imaginer la suite de la compétition aux États-Unis qui abrite la majorité des stades du tournoi avec le coup d'envoi Mexique-Afrique du Sud dans quelques instants? On en parle dans ce journal. Et le Cameroun est-il désormais au bord d'une crise énergétique aiguë en raison de l'arrêt des centrales de gaz de Kribi et d'Ibamba? La dette colossale de l'État en plusieurs milliards de francs CFA à l'entreprise Globelec en est la principale cause de rupture de la production. Question, la seule restructuration garantit-elle les marges de manœuvre suffisantes à la nouvelle société Socadel pour juguler cette situation? On en parle dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Le site de l'usine Nettoacam au quartier Brazzaville, dans la commune de Douala 3e, était en proie aux flammes cette matinée. Un grave incendie dont la source reste inconnue a consumé plusieurs véhicules et plongé les riverains dans la panique totale. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de contenir les flammes et limiter les dégâts. Voici le récit de Claude Eukwa et Kevin Thiogo. Sur la piste de dépotage de la société Nettoacam au quartier Brazzaville à Douala 3e, les flammes ravagent les camions Sten garés. Sous des épais nuages de fumée, les équipes des sapeurs-pompiers lancent les jets pour circonscrire la langue de feu et maîtriser l'incendie qui gagne en intensité. L'incendie qui s'est déclaré dans la matinée de ce jeudi sur le site de cette entreprise de régénération des huiles usagées et d'incinération des déchets industriels spéciaux a créé la panique générale chez les riverains de cette zone qui abrite en plus des maisons d'habitation, écoles et hôpitaux. Dieu merci, le quartier n'est pas pollué et dans l'avenir, on va encore ajouter plus de sécurité. Les efforts conjugués des sapeurs-pompiers et des employés de la société vont permettre de stopper l'évolution des flammes et éviter le pire. Les cuves comportant des produits inflammables n'ayant pas été atteintes. Les cuves de stockage, voilà notre plus grande crainte. Ces cuves de stockage que vous voyez là. Ces cuves de stockage, c'est des cuves de stockage vraiment très délicat. Parce que si ça prenait feu, on devait passer pratiquement une semaine à éteindre le feu ici. Là. Et vous savez que les déchets de boue pétrolier et tout, dans ce qu'on fait passer, ils font dans le recyclage de boue d'hydrocarbures. C'est très dangereux et toxique. Dieu merci qu'on a maîtrisé ces déchets à temps. Parce que si le feu atteint les cuves de stockage, il y aura tellement un incendie vraiment catastrophique. Sur place, 3 camions Sten totalement consumés, mais pas de perte en vie humaine. Il n'y a pas eu de dégâts vraiment corporels ou de pertes en vie humaine. Le nombre de véhicules, je crois qu'il y en a 3 ou 4 là. On ne peut pas pour le moment évaluer en coût. Oh oui, ce travail sera fait après. L'entreprise implantée depuis près d'une trentaine d'années à ce carrefour reliant 3 quartiers populaires, notamment Bonaloka, Brazzaville et Soboum, a très souvent alimenté des controverses. Certains habitants appelant à sa délocalisation du fait de la nature de ces activités jugées nocives et dangereuses pour les riverains. Un enseignant poursuivi pour trafic et traite de personnes au tribunal de grande instance du Fondi. Il ferait partie d'une société dénommée CUNET qui attirerait des Camerounais au Nigeria sous prétexte d'investissement. Le décès d'une Camerounaise dans ce pays a conduit à son extradition. Joël Essengé, Ben Christimodio. Dans le box des accusés au tribunal de grande instance du Fondi se trouve cet homme, Blaise Ndindiana, ancien enseignant de philosophie au lycée bilingue de Mbandjo. Il est accusé de trafic et de traite de personnes, notamment à Calabar, dans l'état de Cross River, au Nigeria. L'une des présumées victimes, c'est elle, Myriam Mathieu Mungue, enseignante décédée au Nigeria en octobre 2024. Notre cliente a été poussée à venir au Nigeria parce qu'on lui promettait monts et merveilles, des meilleures conditions. Elle a cru
pouvoir aller au Nigeria pour travailler dans une entreprise appelée QNet. Et arrivé là-bas, ça s'est transformé à une énorme pyramide de Ponzi où il fallait au quotidien faire venir d'autres personnes. Un départ pour le Nigeria effectué à l'insu de sa famille. Myriam est partie du Cameroun le 15 juillet. Après nous avoir dit qu'elle partait à une excursion à Limbe avec ses collègues. Et c'est une semaine après qu'on se rend compte qu'elle nous écrit plutôt qu'elle est au Nigeria. 2 mois plus tard, la famille apprend le décès de la jeune femme. Selon le certificat de genre de mort qui lui est remis, Myriam aurait fait une crise d'épilepsie, un fait qui surprend la famille. Elle avait fait une crise d'épilepsie. Myriam n'a jamais été épileptique. Après avoir ramené le corps, après l'autopsie a révélé qu'elle est morte de manière naturelle, sauf qu'elle avait des escarres et le cerveau était endommagé. La sœur aînée de la victime soupçonne dès lors un décès lié aux conditions de vie des Camerounais attirés au Nigeria via des propositions d'investissement dans des sociétés dénommées QNet et FedEx. Ils dorment à même le sol. Et quand vous arrivez, on récupère tous vos documents. Au cours de son audition, l'accusé a assuré n'avoir pas invité Myriam Mathieu-Mengue au Nigeria. Il accuse les leaders de QNet d'avoir convaincu la jeune femme via son propre téléphone. L'affaire a été renvoyée au 8 juin prochain pour la poursuite des débats et l'audition du témoin de l'accusé. Hommage à Folie d'Iran, délire autour de son dernier voyage. La levée de corps prévue ce jeudi n'a plus finalement eu lieu et la veillée artistique organisée au gymnase de Fandena également ont tourné court. Marcelin Gonsop. Prévu à 10h à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, la levée de corps de Folie d'Iran, suivie d'un tour de ville dans la capitale, n'a pas eu lieu. C'est finalement à l'esplanade du gymnase de Fandena que les fans ont rendu hommage à leur héros. Non sans quelques regrets, puisque l'accès à cet édifice leur a été interdit après un rétropédalage du sous-préfet de Yaoundé 5. Une décision qui a pris de court le fils du défunt, qui avait déjà tout organisé. Nous avons demandé une autorisation de manifestation que nous avons eue à 16h, mais étonnamment vers 20h, nous avons le même sous-préfet qui signe un récépissé qui nous retire l'autorisation de manifestation. Donc ne voulant pas aller contre la loi, vu que le papa était d'abord un homme déjà de loi, nous avons décidé de nous plier aux exigences étatiques. Malgré ces restrictions qui ont bouleversé tout le programme établi, les mercenaires rouges ont tenu à faire entendre leur voix. Nous célébrons une icône, nous rendons hommage à un monument, car plus de 30 ans au service de la jeunesse, 30 ans à éduquer, à sensibiliser, à former, à accompagner beaucoup de jeunes à réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas. Nous ne pleurons pas parce que Folie d'Iran n'aimait pas les pleurs. Il aimait la joie. Il distillait d'ailleurs beaucoup de joie. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis comme un seul homme pour célébrer, magnifier ce monsieur qui a consacré tout son temps, toute son énergie à partager son intelligence, partager son savoir. Bien avant l'interdiction du sous-préfet, qui date du 10 juin, il y avait déjà de l'électricité dans l'air. La veuve du défunt, Tatiana Diran Amougou, s'étant opposée fermement à l'organisation des obsèques, dont elle dit avoir découvert le programme sur les réseaux sociaux, sans avoir été consultée ni impliquée dans son élaboration. Elle dénonce les agissements de sa belle famille et refuse d'être traitée comme une simple spectatrice, alors qu'il s'agit des obsèques de son défunt époux. Parce que nous sommes en train de faire notre deuil et les polémiques ne nous amèneront nulle part. Vous savez, sur Facebook, je suis titillé de partout, mais je reste fort parce que j'ai des gens autour de moi qui me disent de rester fort, que je fais pour mon père. Et je pense que mon père, dans la même situation, aurait fait ce que je fais. Des tensions qui ont donc amené le sous-préfet de Yaoundé 5, qui avait déjà donné son OK, à revenir sur sa décision, dit-il, pour des nécessités d'ordre et de tranquillité publique. Face à ce triste spectacle, de nombreuses figures du monde des médias et de la culture multiplient des appels à l'unité, sans malheureusement faire entendre raison aux partis en conflit. Alors que le corps est scellé, les proches de l'ancien animateur vedette de la CRTV exhortent les uns et les autres au respect de sa mémoire et à la dignité. Même sans corps, sa famille entend faire le deuil de Folie d'Iran ce week-end à Bangoulap. Chief Tabé Tando entame son dernier voyage. Le deuxième vice-président du Sénat, décédé en avril dernier, a reçu ce jour des hommages de ses collègues sénateurs. C'était en présence du représentant du président du Sénat qui a salué les qualités exceptionnelles du défunt. Marcelin Gansop et Manuel Diop. Chief Tabé Tando, en route pour l'éternité.
Le sénateur et chef traditionnel du Sud-Ouest reçoit ici les hommages parlementaires rendus par ses collègues en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement, des députés, des proches, ainsi que des membres de sa famille. L'instant est chargé d'émotions. Normal, lorsqu'on sait que le disparu faisait partie de la première cuvée, de ceux qui ont posé les fondations de la Chambre haute du Parlement. On était les sénateurs de la première législature, donc ça faisait 3 mandats que nous sommes au Sénat. Je retiens de lui un monsieur très bien. Pendant ma nomination à la questure, il est venu à Kribi, malgré ses occupations. Il nous a su accompagner par ses conseils. Je penserai toujours une image inoubliable de lui. Ceux qui l'ont connu et côtoyé retiennent de lui le souvenir d'un militant loyal, doublé d'un grand serviteur de l'État, au charisme légendaire, bien qu'il ait embrassé très tôt le métier d'avocat. Je me souviens, un jour, il y avait une réunion à Boya, à Mountain Hotel. Il était avec les grandes personnalités, mais il est sorti de là où il était. Il m'a tenu la main pour parler avec moi. J'étais un peu choqué. Il m'a dit, mon fils, c'est ce que tu fais les choses bien, mais il faut que tu me rapproches aussi, on peut travailler ensemble. Donc c'est quelqu'un que j'ai assez beaucoup de respect pour lui. C'était un adversaire politique féroce, surtout dans le Sud-Ouest. Ce que je retiens de lui, c'est une qualité ou une valeur que beaucoup d'hommes politiques manquent aujourd'hui, c'est la loyauté. Il est resté serein et loyal envers son parti politique, envers sa hiérarchie, envers ses idéaux. Et je pense que c'est ce qui fait de lui un homme d'État. L'éloge funèbre lu par Vaniga Saint-Mochigle, vice-président au bureau du Sénat, retrace le parcours d'un homme exceptionnel qui n'hésitait pas à aller au charbon pour préserver ce que le Cameroun a de plus cher, à savoir la paix. Présenté comme un grand défenseur de l'unité nationale, l'ancien avocat décède le 20 avril 2026. Il occupait alors les fonctions de deuxième vice-président au bureau du Sénat, après avoir été président du groupe parlementaire RDPC et membre de plusieurs commissions stratégiques du Sénat. Il entame ainsi le dernier voyage qui va le conduire à Bachoté, sa chefferie et son village natal, où il sera inhumé samedi prochain. Face à la crise du secteur énergétique au Cameroun. Depuis une semaine, les centrales de Kribi et de Dibamba sont à l'arrêt en raison des dettes de l'entreprise chargée de la production à travers ces infrastructures. Alors que cette situation met les ménages et le secteur privé en colère, la Socadel veut miser sur la restructuration de sa dette. Théophile Tchunke, Donald Brice-Kamgan. La semaine dernière, le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonçait l'arrêt des centrales de Dibamba et de Kribi, 2 infrastructures appartenant à Globelec, producteur d'électricité qui a vu ses comptes bancaires bloqués pour défaut de paiement d'impôts. Globelec, ainsi en difficulté, attend à son tour des paiements à Eneo, devenu Socadel, la société camerounaise d'électricité dont la dette est aujourd'hui à plus de 800 milliards de francs CFA, enveloppe qui dégrade la situation financière du secteur énergétique au Cameroun. Comment faire face à un tel passif? C'est l'une des interrogations des acteurs du secteur. Lors de son premier conseil d'administration, la nouvelle équipe dirigeante a annoncé un budget de 630 milliards de francs CFA pour 2026. 375 milliards seront consacrés aux achats, au transport d'énergie et de combustible, 74 milliards aux investissements, mais une partie du budget permettrait également de régler progressivement la dette envers les fournisseurs. Objectif, restaurer la confiance et retrouver l'attrait des partenaires tout en assurant la continuité du service. Mais cette enveloppe sera loin de faire sortir la Socadel de sa situation actuelle. Son directeur général et son président du conseil d'administration ont reçu mandat pour mobiliser les ressources auprès des acteurs du secteur afin de restructurer la dette financière, refinancer la trésorerie. C'est le régulateur qui doit dire aux gens, le réseau est en danger, venez, levez des fonds. La loi est là, il y a des facilités. On peut même faire des documents conjoints à celle ministère de l'Eau et de l'Énergie pour vous donner des facilités auprès du ministère de l'Économie et du ministère des Finances. Le défi est immense pour la Socadel après le départ du Britannique Artis. Intéresser à nouveau les bailleurs de fonds à la société, contribuer à réduire le déséquilibre financier du secteur et relever la qualité du service. L'État, pour sa part, est appelé, d'après les experts, à contribuer à la lutte contre la fraude et jouer à fond son rôle de régulateur des activités de production et de transport, desquels dépendent le segment de la distribution. Coupe du Monde 2026.
Le Mexique affronte en ce moment même l'Afrique du Sud. Entre contraintes sanitaires, règles migratoires strictes et polémiques réglementaires, l'accès au tournoi s'annonce déjà aussi disputé que les matchs sur le terrain. Les États-Unis, qui abritent le plus grand nombre de stades de la compétition, ainsi que les délégations, est au centre de vives polémiques. Théophile Tchounk, Gladys Bambadjan. Pour la République démocratique du Congo, la participation au Mondial 2026 a commencé par un confinement de 21 jours. Les autorités américaines ont exigé que les joueurs et les membres de l'encadrement séjournent hors de la RDC et ne présentent aucun symptôme avant leur entrée sur le territoire américain, en raison des préoccupations sanitaires liées au virus Ebola. Une mesure qui a contraint la sélection congolaise à modifier complètement son programme de préparation. Un match amical face au Chili a notamment été délocalisé et disputé à huis clos. La FIFA et les responsables congolais assurent désormais que la délégation a finalement obtenu son autorisation d'entrée après s'être pliée à l'ensemble des protocoles sanitaires exigés. Dans le même temps, la FIFA a demandé à Haïti de revoir le design de son maillot officiel. Celui-ci comportait des silhouettes et illustrations inspirées de la bataille de Vertières de 1803 et de la Révolution haïtienne. L'instance mondiale du football estime que ces éléments peuvent être interprétés comme des messages politiques ou militaires interdits par son règlement sur les équipements. L'équipementier et la Fédération haïtienne de football défendent pourtant un hommage à l'histoire et à la résilience du peuple haïtien sans intention politique. Les visuels devront néanmoins être retirés avant le début de la compétition, a insisté la FIFA. Et côté supporters, les obstacles sont encore plus nombreux. Des retards et des refus de visa touchent les fans de plusieurs pays. Même en possession d'un billet pour un match, l'entrée sur le territoire américain n'est pas du tout garantie. Les États-Unis ont certes mis en place le système prioritaire de prise de rendez-vous destiné aux événements de la FIFA, mais l'obtention du visa reste obligatoire. Plusieurs supporters rapportent avoir été soumis à des contrôles supplémentaires. Et l'affaire de l'arbitre somalien, refoulé à son arrivée malgré un visa validé, a renforcé les inquiétudes. Par ailleurs, les prix des billets pour les affiches les plus attendues suscitent de vives critiques. La FIFA affirme cependant que la demande dépasse les prévisions et que plusieurs millions de billets ont déjà été écoulés. Autre sujet de débat entourant ce mondial, les vuvuzelas et autres instruments sonores similaires seront strictement interdits dans les stades de la Coupe du Monde 2026. Une décision contestée par de nombreux supporters qui y voient une atteinte à une tradition du football. Des organisations de défense des droits humains alertent enfin sur le risque de voir de nombreux fans privés de compétition en raison du durcissement des contrôles aux frontières et des restrictions de visa. Des publics reportages dans ce journal, MTN Mobile Money Corporation et le ministère des Enseignements secondaires viennent de franchir un nouveau cap dans leur collaboration avec l'introduction d'une carte d'identité scolaire digitale dont disposera l'élève tout au long de son parcours scolaire. Regardez plutôt. La carte d'identité scolaire digitale, c'est la nouvelle évolution qui marque le partenariat entre le ministère des Enseignements secondaires et Mobile Money. C'est à travers la signature d'un addendum au protocole d'accord entre les deux parties que ce nouvel élément va entrer en scène, avec la singularité pour l'élève d'une carte pour tout son cursus scolaire. One single card that takes you from the beginning of your days, that is a student's days in college, to the time he ends. That is O-level and A-level. You have one card. Cette signature est une étape historique dans le processus de digitalisation de l'administration des enseignements secondaires. Madame la ministre a eu cette vision de digitalisation déjà au niveau des paiements des frais académiques. Et nous avons aujourd'hui l'ensemble des contributions exigibles qui sont payées par voie digitale. Cela a contribué à augmenter significativement depuis que cela a été lancé, le volume des recettes au niveau de l'administration. Grâce à cet instrument, la dimension de la pratique sportive
par les élèves sera également prise en compte. And then you have also a card that can take you into your sports domain, where you have that card can make you use it to have food, to have your meals, so that there is no problem to do a professionalization of the sports part of our education. We are able to make sure that the students do sports, if that is their liking, and they do academics, which is a must. Ce qui, pour la ministre des Enseignements secondaires, devrait mener loin, notamment dans la professionnalisation des parcours. This is going to take us very far to be able to professionalize sports and professionalize the academics that we do, so that the children will be able to have their own jobs, create their own jobs, and be masters of what they like to do. Ce que l'on souligne aussi avec emphase, c'est la dimension sécuritaire que cette carte va apporter. Nous sommes en train de sécuriser cette activité avec cette carte d'identité scolaire digitale qui permettra non seulement de garantir que les contributions sont effectives et que les activités frauduleuses qui pouvaient y avoir par des tiers extérieurs au ministère, que ces personnes-là ne soient plus capables d'opérer, puisque les chefs d'établissement auront la possibilité désormais de pouvoir vérifier à partir de la carte digitale émise pour chaque élève que ces élèves sont bien sur la plateforme administrée par le MINESEC. Y compris la question de la présence effective des élèves à l'établissement devrait être solutionnée. Carte d'identité scolaire centralisée par le MINESEC pourra permettre aux parties prenantes, avec les autorisations requises, de s'assurer de la présence effective des enfants dans les différents lieux d'établissement. Cela permettra donc d'apporter une certaine sérénité aux parents et au personnel enseignant. Le processus de digitalisation au ministère des Enseignements secondaires poursuit donc dans la voie de la métamorphose totale de l'enseignement secondaire au Cameroun. Et les cacaoculteurs de la vallée du Thème, sensibilisés sur le règlement de l'Union européenne et la déforestation. À 6 mois de son entrée en vigueur, ils ont été édifiés sur des exigences et les bonnes pratiques à adopter pour que leurs produits soient acceptés sur le marché européen. Reportage. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café avait misé sur 150 producteurs, mais c'est le double qui se présentait à l'hôtel de ville d'Ambam. Une affluence qui se justifie par la soif de connaissances qui anime ce maillon essentiel des filets cacao-café. Et nous découvrons qu'effectivement, le message n'est pas toujours reçu tel que nous l'aurions souhaité. C'est toujours utile de continuer à parler, surtout en ce moment où nous sommes sur la dernière ligne. Il faut donner des conseils beaucoup plus pratiques aux producteurs parce que la campagne s'ouvre à partir du 1er août et le cacao qui sera acheté sera déjà sous le règlement européen pour la plupart. Traçabilité, légalité et zéro déforestation. Telles sont les principales exigences du règlement européen qui tranche net avec certaines pratiques et habitudes qui ont cours dans la production du cacao et du café. Quand le producteur devait vendre son cacao, on ne lui demandait rien. Mais dorénavant, le producteur doit fournir les coordonnées de géolocalisation, c'est-à-dire le lieu où est située la plantation, où il a récolté le cacao qui va entrer en Union européenne. Ça, c'est fondamental. Et puis, l'exportateur, il devra prouver et démontrer que ce cacao a respecté toutes les lois, par exemple les lois sur l'environnement, les lois sur l'usage des terres, les lois sur le travail des enfants, les lois sur la fiscalité. Très attentifs aux présentations, les producteurs de la vallée du Thème ont quelques appréhensions, voire des craintes. Ils ont aussi et surtout le sentiment d'avoir beaucoup appris. Pour la formation, moi je vois que c'est bien. Tout ce qu'on dit, on peut même bien faire ça. Mais la vente du cacao, c'est ça qui va nous faire à tout réaliser, tout ce qui se passe là. Parce que quand vous ne vendez pas votre cacao bien, vous allez faire comment? C'est à mon avantage sur le plan écologique. Je sais aujourd'hui que je vais bénéficier d'une identité agricole. Je suis inquiet sur le plan financier parce que dans notre pays, toutefois qu'on commence à identifier les gens,
ça veut dire que les impôts vont venir après. Parce que nous avons des grandes surfaces, nous sommes au-delà de 100. À la question de savoir si le Cameroun est obligé de se plier aux exigences du marché européen, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café répond sans coup fait rire. L'Union européenne est notre meilleur marché, notre principal marché. 80% du cacao camerounais a pour destination le marché de l'Union européenne. Et l'Union européenne est le premier consommateur de cacao dans le monde. Parce que les gens pensent souvent, oui, on va aller ailleurs, on va chercher. Non, on peut penser que le producteur, au plan individuel, ne gagne rien. Il gagne parce qu'on continue d'acheter son cacao et il peut continuer son activité de façon sereine. C'est le 30 décembre 2026 que le règlement européen sur la déforestation entrera en vigueur. Le CICC poursuit sa campagne de sensibilisation dans les principaux bassins de production du cacao et du café afin de mettre tout le monde à la page. Afriland First Bank étend son dynamisme à l'Est, une région stratégique pour la banque leader. Au cours d'un dîner de convivialité et une marche sportive, le top management a communié avec sa clientèle tout en réaffirmant sa vision du développement à l'horizon 2030. Reportage. Afriland First Bank en communion parfaite avec sa clientèle de la région de l'Est. Une descente qui s'inscrit dans la dynamique d'animation commerciale visant à renforcer les relations de proximité entre l'institution bancaire et les clients. Si Afriland a décidé d'être ici ce jour à l'Est, il faut déjà préciser que c'est tout le top management de la banque, à savoir le directeur général lui-même et tout son staff. C'est pour déjà marquer notre présence parce que la région de l'Est est une zone stratégique pour la banque. Et il était donc question, à travers notre présence et surtout cette marche que nous avons fait avec les clients, de leur marquer notre proximité, notre attachement et leur faire savoir que peu importe les distances, nous sommes présents, nous sommes là pour les accompagner. La région de l'Est est une zone stratégique pour Afriland First Bank. Déjà 4 agences implantées pour assurer la clientèle, les créateurs d'industrie, architectes silencieux de l'économie nationale. Nous sommes déjà présents à Bertois à travers 2 agences. Nous sommes présents également à Batouri, à Garoua-Boulaye et nous comptons nous étendre davantage. Parce que l'Est, il faut le dire, quand on parle de l'Est, on parle du bois. Quand on parle de l'Est, on parle des mines. Quand on parle de l'Est, on parle de l'agriculture. Quand on parle de l'Est, on parle du commerce. Donc vraiment, l'Est, c'est une zone non seulement stratégique pour l'économie tout entière, mais également pour la banque. Avec près de 40 ans d'existence, Afriland First Bank finance l'économie à hauteur de 1700 milliards de francs CFA avec une épargne publique de 2000 milliards de francs CFA mobilisés. Afriland First Bank compte 96 agences avec 800 000 clients sur l'ensemble du territoire national et une représentation en République centrafricaine. Afriland First Bank est leader. Tout simplement, je peux vous confirmer que dans cette banque, j'ai au moins 3 comptes. Au moins 3 comptes. Je n'ai pas encore été déçu. Ce dîner de convivialité en présence du directeur général de la banque, le personnel et les clients a permis des échanges fructueux à travers une écoute attentive des clients. Les activités de cette descente ont débuté par une marche sportive à travers les artères de la ville de Bertois, sur près de 5 km. Merci à notre aimable clientèle parce que la marche a été faite avec les clients. Ce n'est pas que le personnel qui est là, mais c'est les clients, plus d'une centaine de clients qui se sont prêtés à ce jeu. Et là, je profite pour leur dire merci. La vision de la banque à l'horizon 2030 a été réaffirmée. Afriland First Bank s'engage à booster l'investissement dans l'industrie avec moins d'exportation des matières brutes. Un pari ténu avec les entreprises créatrices de richesses. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h, si Dieu le veut. Très bonne soirée à tous.